Salut à tous, je pense qu'on est beaucoup en ce moment à passer des moments difficiles parce qu'on observe et on assiste à des choses très difficiles. On a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui sont vraiment très affectés par ce qui se passe à Gaza. On assiste quand même à un nettoyage ethnique. L'ONU parle de risques génocidaires. On a des images, on a des témoignages qui nous proviennent de Gaza et de la Palestine sur ce qui est en train de se produire. Et donc c'est un événement très traumatisant. Et je dirais que ce qui rajoute à ce traumatisme et au climat très anxieux qu'on traverse, c'est de voir que toute une partie de notre classe politique, en réalité la majorité, et puis de notre classe médiatique, couvre cet événement, lui donne des justifications qui sont souvent des justifications abominables. Et donc ces images, elles sont choquantes et elles sont scandaleuses et elles font mal, vraiment. Parce qu'à la fois, il y a toutes ces morts et toute cette souffrance auxquelles on assiste en étant complètement impuissant, mais en plus, on est citoyen d'un pays dont le gouvernement collabore vraiment à cette opération. Et ça fait particulièrement mal. Ça fait particulièrement mal aussi de voir toutes ces inversions de discours auxquelles on assiste, toutes ces justifications de la souffrance, toutes ces justifications idéologiques. Et face à ces images et à ces discours, il peut s'installer en nous une certaine forme de découragement. Et ce découragement qu'on ressent par rapport à la situation à Gaza, je sais qu'on est nombreuses et nombreux à le ressentir aussi sur d'autres situations, que ce soit la marche continue du capitalisme, alors même qu'on est en période de réchauffement climatique et qu'on sait maintenant très clairement qu'il faut arrêter maintenant et même inverser la tendance si on veut avoir une chance de conserver des écosystèmes vivables. Et donc toute cette angoisse-là, on labellise par exemple comme éco-anxiété, mais qui en fait, pour moi, est liée à la rage centenaire en tout cas qu'on a envers tous les systèmes de domination. Je vous invite à être, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Ça peut créer de la révolte, ça peut créer aussi beaucoup de tristesse, parfois de résignation. Et finalement, il n'y a rien d'anormal à ça. Il n'y a rien d'anormal à ressentir de la dépression, et il n'y a aussi rien d'anormal à ce que cette dépression sur le plan politique et social ait des répercussions sur nos vies individuelles, et qu'on soit pris de ce sentiment de découragement qui va avoir des conséquences sur notre vie intime, sur notre vie professionnelle, etc. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi j'ai l'impression qu'on fait tous et toutes en fait trois choses. On a tous trois attitudes face à ces événements et face à ce sentiment d'impuissance. Mais la première, c'est le repli sur soi. Le repli sur soi, c'est simplement que, au bout d'un moment, face à des images, face à des textes, face à des discours, on finit par saturer. Et on se dit, là, moi, je peux plus, je vais devoir me consacrer à moi-même, à mon entourage proche, parce que au moins, je sais que là, je peux avoir une incidence. Et donc finalement, ça, c'est une posture qui est souvent très stigmatisée. Dans la liste des fléaux de gauche, on parle du repli sur soi ou de l'individualisme comme étant quelque chose de tout à fait scandaleux contre lequel il faudrait lutter. Ah non, moi je trouve que c'est normal. D'ailleurs, l'individualisme, c'est une conquête sociale. Le fait qu'on puisse se considérer comme individu et pas uniquement comme membre d'un collectif que serait la famille, que serait la nation, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire qu'effectivement, aller s'occuper d'un ami qui va mal, aller l'écouter toute une soirée, téléphoner à un proche qui se sent pas bien, ou lui faire part à nous de notre propre désarroi, essayer de collectiviser à notre petite échelle ses émotions, c'est plutôt une bonne chose, et d'ailleurs ça fonctionne. L'amitié, le soin aux autres, c'est quelque chose qui parfois produit d'ailleurs des résultats bien plus probants qu'une manifestation ou même de signer une pétition grandiloquente. Donc finalement, aller jouer au Scrabble avec sa grand-mère, parfois, c'est beaucoup plus intéressant que de lire un article du Monde sur la situation au Proche-Orient. C'est vrai. Pour autant, la difficulté du repli sur soi, c'est que par moments, il devient un peu vain lui-même. C'est-à-dire, on va se consacrer à des projets, on va aller de projet en projet, je sais pas, on va refaire sa cuisine, on va tenter d'avoir une nouvelle histoire d'amour, on va essayer de se reconvertir professionnellement, par exemple, et peut-être de créer un petit collectif quelque part dans la campagne, à son image, ou à l'image des valeurs qu'on souhaite voir émerger. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs, il faudrait plutôt se consacrer au local, plutôt que d'aller sur des grands changements collectifs. Le problème de ça, moi je crois, et je pense qu'on y est tous un peu confrontés, c'est que c'est très difficile d'aller bien dans un monde qui va très mal. Et que ne serait-ce que le réchauffement climatique ou l'étendue du capitalisme, ça a un impact sur tout un chacun.
Et il est très difficile d'être d'ailleurs heureux dans un monde où la majorité des gens sont malheureux. Moi, je suis un peu méfiant de toutes ces publications que je peux voir sur mes réseaux sociaux qui appellent à lâcher prise, à prendre du recul, à prendre du temps pour soi. Moi, j'ai l'impression de prendre du temps pour soi, c'est se faire couler un bain avec des bougies qui sentent bon. Et on voit tous les limites que ça peut avoir. C'est-à-dire que quand on a une situation professionnelle dégradée, quand on est confronté à des difficultés financières, prendre du temps pour soi, ça suffit pas. Et c'est pour ça que, une fois qu'on a refait sa cuisine, on se retrouve aussi face à l'état du monde et à l'état de la société. Donc pour moi, cette réponse, elle est effectivement logique, elle est d'ailleurs nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de militantes ou militants qui en fait se négligent complètement d'ailleurs la santé mentale et le bien-être de leurs camarades. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens très engagés politiquement qui vont aller très très mal. Et je pense qu'aller très très mal individuellement, ça vous aide pas du tout à aider les autres. Pour moi, c'est plutôt un bon réflexe à avoir, mais on voit bien que dans cette réponse-là, ça ne suffit pas. Une autre réponse qu'on peut avoir, et on est nombreux à l'avoir, c'est l'ironie, qui d'ailleurs peut dériver vers le cynisme. Donc c'est tout à fait normal de faire preuve d'ironie, d'avoir un humour un peu grinçant, voire de faire preuve de cynisme face à ce qui nous arrive. Ne t'inquiète pas, je ne me sous-estime pas du tout. Ça, c'est une erreur. Ah je préfère ça. C'est tous les autres que je sous-estime. Parce qu'en fait, on est aussi gouverné par des gens qui mentent en permanence, globalement. Le macronisme, c'est quand même une idéologie du mensonge, de la déformation, de l'inversion en permanence. Le discours bourgeois inverse en permanence la réalité. Le discours bourgeois, c'est quand même des gens qui gagnent entre 5 et 10 000 euros sur des plateaux télé, voire plus, qui viennent nous expliquer que les oppresseurs, en réalité, ce seraient les féministes, ce seraient les antiracistes, les profiteurs, ce seraient les allocataires du RSA, les chômeurs, les gens dans la misère, les réfugiés qui vivent avec rien, ce serait eux le vrai danger. Et forcément, c'est un discours qui est complètement délirant, et le fait qu'il nous soit assonné en permanence ne peut pas que nous faire avoir des réactions rationnelles de l'ordre de « non, c'est faux, voici nos chiffres ». Nous, à Frustration, on fait beaucoup ça. Par moment, en fait, on n'en peut plus. Déjà, on ne sait plus par quoi commencer. Et puis, quelque part, ça nous fait presque rire. On se dit, à ce niveau de mensonge, à ce niveau de pipeau, mieux vaut en rire que contester ces gens. Et d'ailleurs, contester ces gens, à quoi ça servirait? Puisque de toute façon, ce sont des gens qui savent bien qu'ils mentent, ou alors qui évoluent dans un environnement social où leurs mensonges ont du sens pour eux parce qu'ils n'en subissent pas les conséquences. Maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai que le problème de l'ironie, c'est qu'au bout d'un moment, ça en devient une forme de cynisme. C'est-à-dire que si on passe son temps juste à dénigrer le discours dominant, à dénigrer la société telle qu'elle est, et franchement, on a bien des raisons de le faire, on finit par avoir un discours qui est assez fataliste, qui est assez sombre. Et moi, ça me fait penser à ce à quoi on assiste quand on voit des gens en burn-out au travail. Une des dimensions du burn-out, c'est le cynisme. C'est-à-dire qu'on se met à dénigrer l'ensemble de ce qui fait notre travail. Donc ça peut être nos chefs, et là c'est plutôt bien de se moquer des chefs d'ailleurs, historiquement, on se moque des chefs, on a bien raison de le faire. Le cynisme envers les autorités, envers les dominants, en fait il est assez sain, il est assez révolutionnaire. Mais en fait, ce que je constate, c'est que parfois ce cynisme, il a tendance à se porter à l'ensemble de la société. Je veux dire, tu t'épargnes peut-être des souffrances en t'isolant du reste du monde, mais tu rates aussi tout un tas de très bonnes choses. Écoute, Jodie, je suis trop intelligente et trop sensible pour vivre dans un monde comme le nôtre à une époque comme la nôtre avec une sœur comme la mienne. Peut-être que je rate un tas de bonnes choses, mais cette attitude est la seule que je puisse adopter. Et finalement, on n'est plus simplement cynique envers les bourgeois, envers le capitalisme, envers nos chefs, on devient cynique envers l'ensemble de l'espèce humaine, envers nos collègues qui font chier, qui se bougent pas, envers nos clients ou nos usagers, ou les élèves qui sont quand même bêtes. Les républicains qui contrôlaient la Chambre des représentants avaient dans l'effort louable d'apaiser les effets de, qui le sait, la Grande Dépression. Avaient voté le, qui le sait, etc. Et ce qui au début est un sentiment de révolte qui peut nous porter dans une lutte des classes qui oppose des camps entre eux, ce que il nous semble hyper nécessaire de faire, ça devient un peu une lutte de nous contre le reste du monde. Finalement, moi ce qu'on constate autour de nous, c'est que par moments, ce cynisme, il mène complètement à l'inaction, au découragement, et qu'il est presque contagieux. Et j'ai l'impression que par moments, il y a une sorte de fierté un peu politique, à finalement être le plus cynique, à être le plus résigné, à être le plus fataliste, parce que de toute façon, c'est tous des cons.
Donc voilà, traiter tout le monde con, par exemple, se dire que de toute façon c'est foutu, que pour l'humanité globalement c'est mort. Par moments, il y a une sorte de fierté à faire ça, parce que quelque part on se dit, bah au moins je suis pas naïf. Alors peut-être que je dis des choses très négatives, mais au moins je suis pas naïf. Alors c'est vrai, vous êtes pas naïf, mais par contre, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte aussi à nous autres? Et qu'est-ce que ça apporte à ceux qui souffrent encore plus que vous? Bah en fait, pas grand-chose. Donc ça me semble être une réaction totalement légitime, vu l'état de mensonge, l'état de travestissement permanent de la réalité dans lequel on vit, mais je pense qu'à haute dose, bah, ça nous empêche complètement d'agir. Or, on a quand même besoin d'agir et de changer la réalité, et pour pouvoir agir et changer la réalité, bah, on est obligé d'y croire un minimum. Bon, il y a une autre réponse possible aussi, c'est l'optimisme. Alors, c'est pas la réponse la plus cool, en réalité. Comme je disais tout à l'heure, bah, c'est vrai que se dire de toute façon on est tous foutus, de toute façon les gens sont tous des moutons, toutes ces généralités ont effectivement pour avantage de faire de vous quelqu'un à qui on la fait pas. Par contre, qu'est-ce que ça vous permet? Bah, pas grand-chose. Pour moi, l'optimisme est une réponse qui, en fait, est connectée à la réalité du monde, qui n'a rien de naïve, qui n'a rien non plus de niaise. Il y a de bonnes raisons de penser qu'on a le droit légitimement d'être optimiste. Moi, je définis l'optimisme pas comme penser que tout va bien se passer et qu'on va vers du mieux. Moi, ça, j'y crois pas. Je pense que, il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons. Donc, en réalité, je ne suis pas persuadé que les choses vont s'arranger. Par contre, je pense qu'on a les matériaux pour. Et les matériaux pour, c'est notamment l'humanité. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Mais non, les humains ont détruit leur propre planète, les humains sont vils, les humains ont créé le capitalisme. » Toutes ces généralités sont toutes fausses et abusives. D'une part, sur le plan historique, on vit sous régime capitaliste qui s'est effectivement étendu à la Terre entière, mais cette extension s'est faite par la force, a été imposée à des populations. On n'est pas condamné à vivre sous le capitalisme, pas plus qu'il est vrai de dire que l'humain crée sa propre perte. Ça, c'est une vision complètement fausse, c'est une vision qui est fausse géographiquement. Certes, il y a des pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, une partie des pays européens qui sont franchement à l'origine de ce qui est en train de se passer et du carnage environnemental auquel on assiste. Mais en fait, la majorité des pays du monde et la majorité des peuples du monde subissent cette situation. Je pense notamment aux populations d'Afrique à qui on ne peut pas imputer le même bilan carbone que nous. Donc déjà, cette extension à l'humanité, c'est encore une fois une généralisation de ce que ce serait l'homme occidental. Et puis ensuite, c'est une généralisation de classe. C'est-à-dire que même à l'intérieur de nos pays, il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres. Et il y a une classe bourgeoise qui a les leviers pour modifier la situation, qui ne les utilise pas et qui au contraire les fait aller en avant pour s'enrichir encore plus. Donc c'est pas l'homme qui détruit la planète, c'est la classe bourgeoise. Une fois qu'on a dit ça, ça nous permet de sauver à nos yeux la majeure partie de l'humanité, qui est extrêmement majoritaire, et qui sont des gens qui subissent les décisions, qui subissent l'exploitation au travail, et oui, ça vaut le coup de se battre pour elles et pour eux. En fait, ça vaut le coup de se battre pour nous. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête et essayer de se départir de cette espèce de cynisme envers la nature humaine. La nature humaine, ça n'existe pas. La nature humaine, c'est le produit de conditionnement, c'est le produit de système économique. Et la nature humaine, elle est ce qu'on décidera d'en faire. Ça sert à rien de vouloir la révolution, déjà si on n'y croit pas du tout, si c'est juste une position de principe, et si derrière on pense que de toute façon les gens ne valent pas le coup qu'on se batte pour eux. Parce que dans ce cas-là, pourquoi demander une révolution si on n'a pas confiance dans le reste de l'humanité pour qu'elle en fasse quelque chose? Et que par conséquent, en vouloir à l'humanité entière, ça n'a pas de sens. Et même en vouloir aux gens, parce qu'ils ne se révoltent pas, ça n'a pas de sens non plus. Je veux dire, on est tous là à se débattre avec nos fins de mois, avec nos proches, avec nos enfants, nos familles, que sais-je, et on sait bien que tout claquer pour tout changer, ça se décrète pas. Et qu'en réalité, on le fera quand on se sentira suffisamment prêt pour le faire. Et je pense qu'une des conditions pour se sentir prêt pour le faire, c'est déjà reconnaître qu'on peut le faire et qu'on a en nous ce potentiel-là. Moi, je crois qu'on est encore contaminé par une vision chrétienne, en fait, de l'idée que l'humanité serait damnée. Et j'ai l'impression que cette vision chrétienne, elle s'est un peu importée à gauche dans l'idée que les gens seraient par essence, consumériste, individualiste. Cette vision, en fait, elle est complètement réactionnaire et puis, elle est assez catholique. L'idée selon laquelle on doit souffrir ici-bas, moi, je pense qu'on ne doit pas y souscrire. Sinon, ça nous mène à rien et surtout, ça nous mène à conforter les puissants. Il y a aussi d'autres éléments
qui peuvent nous pousser à considérer l'inverse. Moi déjà, je me rappelle toujours qu'il y a à peine un an, on a eu le plus gros mouvement social de toute l'histoire du pays, même plus gros que 1968 en termes de gens mobilisés. Alors on peut se dire, bien sûr, ce mouvement contre la réforme des retraites n'a pas abouti, mais il n'empêche que déjà, on pouvait assister à un ralliement de la population à des idées qui étaient parfaitement contraires de celles de 90% de la classe politique. Et ça, c'est pas rien, et il faut s'en souvenir. Et les manifestations, c'est pas simplement des moments qui sont bien sur le moment, c'est aussi des moments dont il faut se souvenir pour la suite, pour se sentir plus fort. Et donc se souvenir de ces masses de corps assemblés pour contester une décision que toute la bourgeoisie voulait nous imposer. On peut regarder ce qui se passe aux États-Unis, où les ouvriers de l'automobile aux États-Unis, qui est quand même la patrie du capitalisme, ont arraché des augmentations de salaire de 40%, des conditions complètement différentes concernant la situation politique et sociale d'un pays ou d'une classe sociale au niveau international. On a tout intérêt à considérer le verre à moitié plein, parce que ça produit des effets. Parce que ça produit des effets politiques de voir les choses comme ça. Et que c'est pour ça qu'il faut cultiver ça. Il faut cultiver une sorte de culture de la victoire. On voit plutôt ce qui fonctionne que ce qui ne fonctionne pas. Ce qui n'implique pas évidemment d'être naïf et de plutôt pas regarder les dysfonctionnements. À Frustration, nous, on est très critiques sur ce qui s'est passé au cours des dernières années. On est très critiques sur les organisations de gauche. On est très critiques sur les syndicats. On est tous, sauf naïfs de la façon dont les choses se passent. Mais il me semble que la lutte des classes, c'est aussi une bataille psychologique. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment ça se passe au travail face à des chefs un peu tyranniques. Généralement, ce qu'ils n'aiment pas trop, c'est quand même que les collègues soient un peu trop des camarades, qui rigolent un peu trop, qui prennent des pauses un peu trop longues. Et s'ils n'aiment pas les pauses un peu trop longues, c'est pas simplement parce que le travail n'est pas fait, parce qu'on sait très bien que c'est pas lié, mais c'est parce qu'en fait les gens pactisent, s'amusent. Et contrairement à ce qu'ils disent tout le temps en disant qu'ils veulent créer de la convivialité, qu'ils veulent des Chief Happiness Managers, ils veulent pas qu'on soit trop heureux. Ils veulent pas qu'on soit trop optimiste et surtout ils veulent pas qu'on se sente puissante et puissant. C'est le cas au travail et c'est aussi le cas à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde. La bourgeoisie nous préfère tristes et seuls que nombreux et avec un sentiment de puissance. Il est très important qu'on cultive ce sentiment de puissance et ce sentiment de force du collectif si on veut réussir à lui faire face. Parce que la bourgeoisie, elle, est une classe qui est unie, qui se sent puissante, qui se sent très légitime. Elle évolue dans un environnement même architectural qui lui rappelle en permanence le sentiment de sa propre puissance et de sa propre légitimité. Et nous, en face, on a nos complexes, on a nos syndromes d'imposteur, on a notre désespoir, on a notre dépression qui n'arrive pas par hasard et qui est souvent le résultat aussi de nos parcours scolaires, de nos humiliations au travail. Et donc forcément qu'on est un peu plus fragilisé psychologiquement que la classe qui nous domine. Mais c'est bien pour ça qu'on doit cultiver ensemble ce sentiment de puissance. À Frustration, c'est ce qu'on s'emploie à faire. Depuis quelques années, on a fait appel à nos lectrices et nos lecteurs pour nous financer en toute indépendance et pouvoir continuer à cultiver ce sentiment de puissance qui pour nous passe par deux choses: délégitimer en permanence la bourgeoisie et ses alliés et nous relégitimer, nous, en tant que classe dominée, dans toute sa diversité. Pour ça, on vous demande en ce moment de bien vouloir nous aider. On a, comme beaucoup de titres de la presse indépendante, on fait face à quelques difficultés financières. La crise inflationniste a beaucoup eu d'impact sur les gens qui nous soutiennent, qui ne sont pas des gros donateurs, qui ne sont pas des mécènes, qui ne sont pas des actionnaires. Bizarrement, eux ne nous soutiennent pas, mais ça tombe bien, on n'a pas besoin d'eux. Mais toute notre base de lectrices et lecteurs fait face à une situation économique difficile. Par ailleurs, en plus de vouloir rééquilibrer notre trésorerie, on a aussi envie d'augmenter notre diffusion. Et pour ça, on voudrait faire de plus en plus de vidéos comme celle-ci, parce qu'évidemment, les vidéos nous permettent de toucher bien plus de monde. Pour ça, on a besoin de plus de moyens, que ce soit en termes humains ou en termes matériels, et c'est pourquoi on se tourne vers vous pour nous aider à franchir ce cap-là.